Bonjour tout le monde à ce deuxième cours de géographie-histoire pour cette particulière fin d'année. J'ai décidé maintenant de faire des vidéos, comme je l'ai mentionné dans un courriel à vos parents, pour la simple et unique raison qu'il y avait des options dans mon vidéo que je ne pouvais pas mettre lorsqu'on était en direct. Il y avait beaucoup d'interruptions aussi. Désolé, je sais que certaines personnes aimaient ça, l'expérience live, mais j'ai pas trouvé ça assez productif et assez, dans le fond, enrichissant pour poursuivre l'aventure comme ça. Alors maintenant, peu importe votre disponibilité, vous allez pouvoir faire le cours de géographie-histoire au moment de votre choix quand vous allez avoir l'ordinateur à la maison. Alors, il n'y aura pas de chicane là, pour savoir à quelle heure précise vous pouvez prendre l'ordinateur. Ça va vraiment dépendre de chacun de vos disponibilités. Alors, cette semaine, tout d'abord, il va y avoir encore un cours de géographie qui va poursuivre ensuite avec le cours d'histoire. Mon but, c'est d'être le plus précis possible, de ne pas partir dans du blabla inutile pour que vous puissiez faire votre lecture et répondre aux questions. Sachez que le devoir ainsi que la capsule vidéo que je suis en train de vous présenter sera disponible à chaque vendredi matin dès 9 heures et vous pourrez du même coup voir les exercices qui sont à faire dans chacun des cahiers. Alors, on débute dans quelques secondes pour le cours de géographie. Comme vous avez pu remarquer, avant même de commencer le cours de géographie, il y avait pendant un petit laps de 10 secondes les exercices et la lecture à faire en géographie cette semaine. Si jamais vous ne trouvez plus sur Teams l'endroit où aller chercher les devoirs à faire, ben, vous pouvez toujours réécouter ce vidéo-là et aller à cette partie-là pour voir pour la géographie. On va faire la même chose après le cours de géographie, mais avec le cours d'histoire. Alors, tout d'abord, cette semaine, pour le cours de géographie, on va parler d'un endroit qui nous concerne beaucoup, nous, comme Québécois, mais aussi comme Canadiens du Canada. Ça s'appelle la région des Grands Lacs. Alors, pourquoi on parle de la région des Grands Lacs dans le territoire industriel? C'est assez simple. C'est que les Grands Lacs, c'est l'endroit où il y a le plus d'industries et d'usines aussi au Canada et en grande partie aussi aux États-Unis. Cette région-là, elle s'est développée grâce aux ressources naturelles. Il y a beaucoup d'eau. Donc, les grands lacs, qui sont 5 grands lacs, 4 qui appartiennent en fait au Canada et aux États-Unis. Alors, on pense au lac supérieur, Huron, Erie et le lac Ontario. Ce sont 4 grands lacs qui appartiennent d'un côté aux États-Unis au sud et de l'autre côté au nord au Canada. Par contre, le 5e grand lac, le lac Michigan, appartient seulement aux États-Unis. Alors, ces grands lacs-là servent de ressources naturelles pour l'hydroélectricité, pour produire beaucoup d'énergie pour les usines et les industries qui sont dans ces endroits-là, mais aussi de réseaux de transport, parce que quand les industries ont commencé à se développer, en fait, le bateau était le principal moyen de transport avec le train et donc on a pu justement partager là, les différentes ressources et les différents produits grâce au Grand Lac. C'est sûr que c'est un endroit aussi où il y a beaucoup de terres agricoles parce que ces grands lacs-là rendent autour avec les nombreuses rivières les terres fertiles. Alors, beaucoup d'agriculture dans ces régions-là. C'est pourquoi on parle des Grands Lacs comme un endroit qui est un des plus grands territoires industriels sur la planète. Je vous rappelle que la réserve d'eau douce est environ de 20 dans votre cahier, c'est 18 mais si vous regardez ailleurs sur Internet, on parle d'environ le 1/5 de l'eau potable de la planète se retrouve à cet endroit-là dans notre pays et celui des États-Unis. C'est pourquoi dans votre cahier, vous allez voir à la page 12 et 13 des informations sur à quel endroit sont situés les Grands Lacs, leur nom, l'information sur l'eau douce que je viens de vous donner, mais aussi une ville, une métropole qui se nomme Chicago, qui est la troisième ville la plus peuplée des États-Unis après New York et Los Angeles, et la ville la plus grande et la plus importante au niveau économique de la région des Grands Lacs. Après ça, on peut y aller avec une ville canadienne qui s'appelle Toronto.
Donc, c'est pas mal ça pour faire les exercices de la page 14 et 15. Si vous avez compris ce que je viens de vous dire, vous allez faire la lecture, vous allez pouvoir amplement et facilement faire les pages 14 et 15 de votre cahier. Merci. Alors, voici la deuxième partie du cours de géographie qui débute à la page 16. Donc, à la page 16, on a un petit retour sur ce qu'on a vu là, lors de la première semaine pour ceux qui ont fait le devoir. Évidemment, vous êtes plusieurs à l'avoir fait, plus de la moitié. Et puis, à la page 16, en fait, on nous dit que ça prend certains facteurs, aspects pour que les industries se développent. Alors, dans les Grands Lacs, ça ne fait pas exception. Ces facteurs-là favorables à avoir plus d'usines, plus d'industries, eh bien, ces facteurs-là sont là. Tout d'abord, première chose, ça nous prend des ressources naturelles. Dans les Grands Lacs, il y a de l'eau, mais il y a aussi de la forêt autour, des terres fertiles agricoles. Il y a des minerais pour avoir du fer, okay, du cuivre et autres minerais qui se retrouvent, là, les minéraux qui se retrouvent là, à l'intérieur des mines. Tout ça permet aux différentes usines d'ouvrir dans différents secteurs qu'on appelle les industries. Exemple, quand je dis l'industrie de l'automobile, on ne parle pas d'une seule usine où il y a des voitures qui sont construites. Quand on dit l'industrie automobile, ça veut dire qu'il y a peut-être des centaines d'usines qui fabriquent des automobiles. Alors, c'est ça la différence entre le mot usine et industrie. Industrie, ça englobe plusieurs usines du même secteur, de la même activité qui fabriquent à peu près les mêmes choses, okay, les mêmes produits. Alors, voici la différence entre les deux. Alors, tout d'abord, les ressources naturelles. Deuxième chose, ça prend de la population. Et autour des Grands Lacs, il y a plusieurs villes. Chicago, Toronto, Détroit, Windsor. Je ne vais pas toutes les nommer, mais il y en a énormément. Okay? Autant aux États-Unis qu'au Canada, il y a énormément de population et de gens qui vivent là. Ce que ça fait, c'est que ces gens-là ben, ont besoin d'un travail. Alors, les usines, c'est facile pour eux de trouver des travailleurs et des gens aussi compétents à travailler dans leur usine. Au début des années 1800, et on va le voir en histoire aussi plus tard, lors de la révolution industrielle, les gens sont venus s'installer là et ont commencé à faire de l'agriculture. Et vu que les gens mangeaient mieux, étaient plus en santé, ben les gens devaient à un moment donné là, se trouver un emploi parce qu'il y avait une plus grande population, il y avait moins de gens qui mouraient de maladies dès qu'ils étaient enfants. Et grâce à l'agriculture, ben après ça, d'autres secteurs au niveau industriel s'est développé. Alors ça, c'est l'autre raison, ça prend de la main-d'œuvre et des travailleurs, mais aussi des acheteurs. Plus tu as de population, plus tu as de gens qui vont acheter des produits qui sont fabriqués dans les usines. Alors ça, pour le secteur industriel, c'est important. Troisième aspect, je vous dirais que c'est l'endroit. Grâce aux Grands Lacs, grâce aux centrales hydroélectriques qui sont présentes là-bas, mais aussi aux centrales pétrolières qui font pas juste de l'essence, mais aussi de l'électricité, les centrales nucléaires, ça permet de donner beaucoup d'électricité à des usines qui utilisent des machines beaucoup plus grosses qu'un séchoir à la maison. Alors pour ça, il faut des centrales puissantes, de l'électricité, il y a un courant qui arrive et c'est pour ça que les industries ben, se sont développées très bien dans la région des Grands Lacs. Finalement, le gouvernement, ben, étant donné qu'il y a des grandes villes, le gouvernement est beaucoup impliqué parce qu'il veut que ces gens-là puissent travailler. Avoir des emplois pour le gouvernement, ça veut dire qu'on va avoir des impôts de nos travailleurs et grâce à ça, on va avoir plus d'argent. Alors, tout ce secteur-là mis ensemble fait que la région des Grands Lacs est devenue un des endroits au monde où l'industrie est très importante. Je vous dirais qu'au dernier cours, on a parlé aussi de trois choses au niveau des secteurs. Le secteur primaire. Ça, c'est le secteur où il y a des usines qui travaillent dans la nature, que ce soit au niveau agricole, dans les mines et au niveau forestier. Une fois qu'on est rendu dans le secteur secondaire, c'est là qu'on voit les usines, les travailleurs qui assemblent, qui fabriquent les produits. Exemple, le secteur de l'automobile, tu ne vas pas trouver des pneus dans la nature. Hein? Les pneus, c'est du caoutchouc qui proviennent des arbres. Donc, d'un arbre qui s'appelle l'IVA. Donc, une fois que c'est fait, on a fait ça dans le secteur primaire, on emmène le caoutchouc dans une usine et on transforme ça, en fait, pour faire un pneu. Une fois qu'on a le pneu, on peut l'assembler en fait à la voiture, qu'on envoie après ça dans un concessionnaire où vos parents ont acheté leur véhicule sûrement.
Et ça, on appelle ça le secteur tertiaire. Le troisième secteur, c'est l'endroit où on achète des produits, les magasins, les commerces. Donc, trois secteurs dans les Grands Lacs, c'est présent et c'est pour ça que l'économie va quand même assez bien aux États-Unis et au Canada parce qu'on a un grand territoire industriel qui permet aux gens d'avoir des emplois, de consommer et grâce à ça, le gouvernement peut se faire de l'argent. Alors, j'espère que mes explications ont été claires. C'est sûr qu'à la page 18, je n'ai pas expliqué chaque industrie. Donc, des industries au niveau automobile, je l'ai expliqué un peu, mais il y en a d'autres. Alors, vous irez lire et après ça, vous serez en mesure de faire les pages 18 et 19 en exercice. Alors, 18, c'est la lecture et 19, c'est des exercices. Alors, j'espère que j'ai été clair aujourd'hui en géographie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Teams. Merci. Voici quelques images pour aider votre compréhension. Tout d'abord, on va voir un zoom sur l'Amérique du Nord et les Grands Lacs. C'est cette région qui est aussi dans votre cahier. Alors, on a les villes de Chicago, Toronto, Cleveland, Détroit, Buffalo, Milwaukee. Maintenant, voici le secteur primaire, donc une abatteuse d'arbres dans l'industrie forestière. Maintenant, une machine agricole pour le secteur agricole, toujours dans le secteur primaire et aussi le secteur minier avec les ressources naturelles directement. Alors, on travaille avec les ressources naturelles. Maintenant, voici une petite vidéo sur le secteur secondaire, les usines qui transforment ce qu'on mange ou ce qu'on consomme. Terminer le secteur tertiaire. Alors, c'est les magasins, c'est les commerces, mais ça peut être aussi un plombier qui va chez toi. Aussitôt qu'on a un service en retour de quelqu'un, on appelle ça le secteur tertiaire. C'est le client avec l'entreprise. Alors, et voilà, c'est tout. C'est maintenant le tour du cours d'histoire. Donc, les pages seront de 129 à 137. Et vous allez voir, avec mes explications, il y a des petits exercices ici et là. Ça ne devrait pas prendre plus qu'une vingtaine de minutes de faire toutes ces pages-là en histoire. Alors, sans plus tarder, je commence mes explications. La révolution industrielle, comme vous l'avez vu la semaine dernière, c'est surtout développé rapidement en Grande-Bretagne, ce que vous appelez des fois en classe l'Angleterre. Pourquoi? Ben, c'est un endroit où les gens sont plus instruits. L'école est importante, la religion protestante fait que on a vraiment là, une facilité à favoriser l'éducation. Ce qui amène de nouvelles inventions et ces inventions-là vont permettre justement aux Anglais de favoriser le travail dans les industries, les usines. Et grâce à l'invention de la machine à vapeur de M. James Watt en 1769, ben, cet outil-là va permettre aux usines de se développer rapidement. On débute, la révolution industrielle s'est développée d'une façon progressive.
Au départ, vous devez savoir que les gens travaillaient surtout au niveau agricole. On travaillait dans les champs et quand on travaillait justement à la maison ou à la ferme, des fois, on pouvait développer d'autres métiers, de l'artisanat. C'est un métier qu'on fait avec nos mains. On pouvait fabriquer des chaises, on pouvait fabriquer des tables. Tout ça se faisait des fois dans une grange ou dans une petite entreprise, mais vraiment rien qui ressemble à une usine. C'était du travail fait à la main, artisanal. OK? C'est ce mot-là là, qui veut dire artisanal, même s'il y a le mot art. Pourquoi? C'est que c'était un art fabriquer des objets comme ça à l'époque, à la main, un à un. Et ça prenait du temps à un ouvrier, à un artisan pour fabriquer quelque chose. Mais grâce à la révolution industrielle, on a commencé à changer nos méthodes de travail. Au lieu de travailler une personne à la fois sur un objet, on s'est dit qu'on allait faire du travail à la chaîne, un en arrière de l'autre. Donc, exemple, si j'avais fabriqué une chaise, ben, cette personne-là ne s'occupe que des pattes. L'autre s'occupe seulement du siège et l'autre personne s'occupe du dossier. Et on assemble ça un après l'autre dans une usine. Donc, on fabrique plus de chaises dans une journée, donc on en vend plus, on est plus productif et ça donne des emplois à plusieurs personnes. Et puisque ces gens-là ont des emplois, ils ont de l'argent. Et quand on a de l'argent, ben, on peut se payer un meilleur confort. Sauf que ça, c'est pas arrivé tout de suite. En Angleterre, les gens qui ont quitté le milieu paisible et tranquille de la campagne sont partis vivre dans des quartiers industriels où beaucoup de pollution est présente. Les usines qui brûlent du charbon pour produire de la vapeur fait beaucoup de pollution et tout ça entre dans les maisons des gens. Parce que les ouvriers, vous devez savoir qu'ils habitent proche de l'usine. Pourquoi ils habitent proche de l'usine? Ben, il n'y a pas de moyen de transport et de véhicule à cette époque-là. Alors, un ouvrier a son appartement, sa petite maison avec ses nombreux enfants et à côté de l'usine. Donc, l'usine qui roule 24 heures sur 24, lorsque l'ouvrier se couchait la nuit, il entendait le bruit des machines. Il respirait la pollution. Il n'y avait pas de fenêtre comme aujourd'hui, donc la pollution rentrait dans la maison. Plusieurs problèmes au niveau de l'asthme s'est développé dans ces années-là et les conditions de vie n'étaient vraiment pas faciles. Plusieurs enfants mouraient d'un jeune âge à cause de ces conditions d'hygiène-là, pas évidentes en ville. Les gens étaient proches un de l'autre, regroupés un par-dessus l'autre. Alors, les maladies se sont propagées un peu comme là, on peut le voir avec le coronavirus, d'une façon plus rapide, étant donné qu'il n'y avait pas de mesures d'hygiène assez précises comme aujourd'hui. Alors, comment on appelle ça, ce phénomène-là, des gens qui partent de la campagne, un milieu tranquille, et qui s'en vont en ville? Ben, ça s'appelle l'exode rural. Alors, vous voyez, c'est écrit juste ici, exode rural. Et l'exode rural est un phénomène des gens qui se déplacent massivement. C'est pas juste une personne ou deux, là, c'est des milliers de personnes qui décident de changer un style de vie, de dire, moi, je quitte ma campagne où je suis né avec ma famille et je m'en vais en ville avec ma nouvelle famille, ma nouvelle femme, mon nouveau mari et mes enfants et je m'en vais vivre dans un quartier ouvrier. Alors retenez ce mot-là, l'exode rural. Un des secteurs qui va se développer le plus rapidement du côté de la révolution industrielle en Grande-Bretagne, c'est le secteur textile, les vêtements, les tissus. Pourquoi? Parce que la Grande-Bretagne, grâce à ses colonies en Amérique et aussi à travers la planète, possède de grands champs de coton. Et grâce au coton, on peut fabriquer beaucoup de tissus et ce tissu va permettre d'enrichir encore plus l'Angleterre. On va développer des machines comme la mule Jenny qui va tisser le tissu plus rapidement que d'y aller avec une couturière ou un couturier à la main. Et ça, le textile va être un des premiers secteurs industriels à se développer rapidement. Durant la révolution industrielle, deux classes sociales sont vraiment présentes. Des classes sociales, c'est quoi? C'est comme dire les riches ou les pauvres. Mais au lieu de dire ça, on emploie d'autres termes. Alors, les riches, on les appelle la classe bourgeoise. C'est ceux qui ont des emplois, qui sont des médecins, des avocats, etc. Et dans les bourgeois, il y a des propriétaires, donc ceux qui possèdent les usines. Et ça, ces gens-là sont très riches. Ce sont les personnes les plus riches.
Et il y a la classe ouvrière qui sont les gens qui sont les plus pauvres, ceux qui travaillent de leurs mains. Et dans la classe ouvrière, il y a les femmes et les enfants aussi qui travaillent. Les enfants peuvent travailler dès l'âge de 5 ans. Et pourquoi un enfant travaille à l'âge de 5 ans? Ben, l'école n'est pas obligatoire et l'enfant peut rapporter de l'argent à la famille pour le nourrir lui-même. Alors, les enfants peuvent parfois être exploités, pas peuvent, mais sont souvent exploités et ils servent à faire des tâches que certains adultes ne peuvent pas faire. Donc, de glisser leurs mains sous d'énormes machines parce qu'ils ont des petits doigts, toucher et manipuler des choses où les adultes ne peuvent pas se rendre. Alors, les enfants sont exploités dans ces travaux, ces genres d'emplois-là, et malheureusement pour eux, plusieurs vont décéder en raison des mauvaises conditions de travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, on a les normes des travailleurs. Donc, si un jour vous avez un emploi là, bientôt, là, ben, vous ne pouvez pas là, faire tout ce que votre employeur vous demande si ce n'est pas accepté par la loi. Alors, il faut faire attention à ça. Alors, qu'est-ce qui distingue les deux classes sociales? Les bourgeois, ce qu'on appelle la bourgeoisie, et la classe ouvrière. C'est très simple, les ouvriers sont ceux qui travaillent pour la bourgeoisie. En quelque sorte, les ouvriers appartiennent aux bourgeois. Et les bourgeois, eux, ben, possèdent des usines, possèdent les richesses. Donc, c'est eux qui sont en haut de la hiérarchie économique, c'est-à-dire les plus riches et les plus pauvres, ben, sont en bas, les ouvriers, c'est eux qui se font manipuler dans ce genre de nouveau mode de vie-là. Alors, c'est pas simple pour les ouvriers qui en arrachent beaucoup et qui sont dans ce qu'on appelle la grande misère. Pendant la révolution industrielle, il y a de nouvelles idéologies, de nouvelles manières de penser. Tu as sûrement vu depuis tantôt que je ne parle plus comme au début de l'année d'un roi avec des curés et des évêques, etc. Malgré que la religion est encore bien présente, vous devez savoir que maintenant, on rentre dans un nouveau monde économique, un peu comme celui que tu connais aujourd'hui. Alors, première philosophie, idéologie au niveau de l'économie qu'on va parler, ça s'appelle le libéralisme économique. Dans le mot libéral, il y a le mot liberté. Et le gouvernement veut le moins possible s'impliquer avec l'économie. C'est-à-dire qu'on laisse une compétition. On dit aux bourgeois, gérez vos usines comme vous voulez et choisissez vous-même de vos salaires. Ça, les ouvriers n'aiment pas trop ça, cette philosophie-là de libéralisme économique. Pourquoi? Ben, si tu es un ouvrier et que tu gagnes 1 dollar de l'heure, et oui, c'est très loin de notre salaire d'aujourd'hui, et qu'il n'y a pas de salaire minimum établi par le gouvernement, ben, tous les propriétaires des usines peuvent décider du salaire qu'ils vont donner. Et les ouvriers sont pris éternellement dans un système où les salaires sont petits et où on ne peut pas faire trop d'argent. Et ça avantage beaucoup déjà les riches et ça nuit encore plus à ceux qui étaient déjà pauvres à la base. Alors, le libéralisme économique, super bon pour la bourgeoisie, puis oups, pour les ouvriers. Avec la nouvelle philosophie et idéologie du libéralisme économique, il y a un nouveau système économique qui arrive. Et celui-là, vous avez déjà entendu parler de ça s'appelle le capitalisme. Le capitalisme, il y a le mot capital qui veut dire l'argent. Faire toujours plus de profit, posséder le plus de choses possible. Et encore aujourd'hui, en 2020, c'est ce qui mène le monde au niveau de l'économie, c'est notre fonctionnement. Alors, c'est arrivé, ça, ce système économique-là est arrivé pendant la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'un propriétaire qui a beaucoup d'argent, tous les profits qu'il a fait, peut les ramener dans son industrie pour que son industrie devienne encore plus grosse et qu'il fasse encore plus de profit. Alors, tout ce que tu possèdes, les objets, la terre où est construite ta maison ou ton industrie, ça rapporte de l'argent et le système capitalisme va apparaître pendant la révolution industrielle. On est rendu au mot de la fin et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'explication pour la page 137 qui est à faire, mais c'est tous des sujets, des questions par rapport à ce qui a déjà été mentionné depuis tantôt là, dans mon cours. Je veux juste aussi vous dire d'aller voir sur le canal Teams
Histoire, géographie, Pascal Perrault, c'est là qui est indiqué, dans le fond, le devoir de la semaine, même s'il est dans la vidéo. Et aussi, on fait souvent des messages là de mon côté pour être sûr que je puisse voir la progression des apprentissages. Et je vous rappelle que moi, le but, c'est que ce soit le plus simple pour vous et vos parents. Si vous avez un téléphone cellulaire à la maison, vous voulez me prendre en photo vos devoirs, vous faire une petite vidéo, me montrer que vous avez vraiment fait votre cahier puis que c'est simple, allez-y comme ça. Parce que vous avez un cahier, c'est pas simple comme un prof qui donne un devoir à l'informatique et que tu as juste à y renvoyer le document. Alors, vu que je veux exploiter les cahiers que vos parents ont payés en début de l'année, c'est pour ça que je veux travailler de cette façon-là. Puis c'est pas simple, c'est pas tout le monde qui a accès à scanner ces pages non plus. Alors, on peut y aller de cette façon-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Teams. Je vous rappelle que je suis disponible du lundi au vendredi de 9h le matin à 4h. Par contre, après ça, j'ai pas toujours le temps de vous répondre. J'ai une famille comme vous. Et donc, le samedi, dimanche, ben, j'essaie de fermer l'ordinateur, question de faire autre chose que de l'écran, comme je le fais toute la semaine. Donc, et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de vous aider. Bye bye et bonne semaine!